Bonjour, je suis Selma El Mouissi. Bienvenue dans ENR On Air by SIA Partners, le podcast sur les énergies renouvelables à destination des professionnels du secteur de l'énergie. Dans ENR On Air, j'ai le plaisir d'interroger des acteurs de premier plan, consommateurs, acheteurs et gestionnaires d'énergie, fournisseurs, producteurs, experts marché et prix, experts juridiques et bien d'autres encore. On aborde ensemble des sujets qui vous aideront à relever les défis énergétiques de demain. Que vous vous posiez des questions sur votre stratégie d'achat d'énergie, sur la couverture de vos besoins, sur la décarbonation, ce podcast est fait pour vous. Nos invités y partagent sans tabou leur retour d'expérience, leur expertise, et à chaque épisode, ils adressent spécifiquement leurs conseils aux consommateurs et acheteurs d'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse à présent découvrir notre invité du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antonin Marco, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va s'intéresser avec vous au rôle du fournisseur dans la chaîne de valeur des PPA. Mais avant de démarrer, je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Pouvez-vous nous décrire votre profession, votre entreprise et nous raconter quand Alterna Énergie a commencé à s'intéresser aux PPA et pourquoi ? Bonjour Selma, très heureux d'être là pour parler PPA avec vous aujourd'hui. Alors, je suis Antonin Marco, je suis le directeur général d'Alterna Énergie. Alterna Énergie, c'est un fournisseur, producteur, agrégateur d'énergie renouvelable qui accélère la transition énergie-climat de ses clients. On est présent sur l'ensemble des segments clients, des très gros professionnels jusqu'aux particuliers. Ça fait 20 ans qu'on existe et on a un modèle un peu particulier puisque 100% de notre actionnariat est détenu par des entreprises locales d'énergie. On a finalement un modèle coopératif, mutualiste, qui finalement travaille en cercle vertueux, puisque ce sont les entreprises locales d'énergie qui, sur leur territoire, portent en proximité les offres d'Alterna aux entreprises et aux particuliers. On tient énormément à ce modèle-là, puisque pour nous, c'est un modèle circulaire qui permet à la fois aux entreprises locales d'énergie de développer des actifs ENR sur leur territoire et à travers différents modèles, dont les PPA, pour le fournisseur Alterna, de les proposer en consommation à leurs clients. Alors pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on s'est intéressé aux PPA ? J'ai envie de dire quasiment dès le début parce qu'on a commencé avec des PPA pour nos propres approvisionnements. On avait vraiment cette vocation de diversifier nos approvisionnements et surtout de proposer des approvisionnements qui sont basés sur des actifs d'énergie renouvelable qu'on a développés ou que d'autres partenaires ont pu développer partout en France. Et puis le deuxième jalon très important, je pense, c'est la sortie de crise, où un grand nombre de nos clients ont commencé à s'intéresser aux PPA. Et à ce moment-là, on s'est dit finalement que sur le marché, il manquait quelque chose. Il manquait des offres qui rendent les PPA simples et qui prônent la démocratisation des PPA pour l'ensemble des clients professionnels. Et on a décidé de commencer par finalement faire un guide pratique, un livre blanc, qui expose et explique finalement ce qu'est un PPA, parce que c'est pas une chose unique, c'est protéiforme. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on s'est rejoint avec SIA Partners sur le diagnostic et on a décidé de coécrire ce guide pratique. Merci beaucoup Antonin. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une première question et j'aimerais comprendre le rôle historique du fournisseur. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer pour un client corporate ? Je pense qu'il est nécessaire de rappeler que le fournisseur, c'est le maillon indispensable de l'approvisionnement électrique pour les clients. D'ailleurs pour les clients professionnels comme particuliers. Finalement, le rôle du fournisseur, c'est le premier interlocuteur du consommateur. Il est l'interface avec l'État, avec les gestionnaires de réseau, que ce soit de transport ou de distribution, et avec le marché. Premier interlocuteur du consommateur parce qu'il gère pour lui l'approvisionnement, c'est-à-dire la garantie que le client dispose bien de l'électricité ou du gaz en quantité suffisante lorsqu'il en a besoin, et ce même si le client consomme différemment de sa consommation prévisionnelle. Si je fais une analogie finalement culinaire, où on serait le fournisseur d'un restaurant, un fournisseur de tomates d'un restaurant, et en fait on s'assure que le restaurateur, le cuisinier, il ait des tomates en continu, quelle que soit l'influence sur son restaurant. Et encore mieux que les tomates, lorsqu'elles ne sont pas consommées, on les reprend. Il n'y a pas de stockage. Donc ça, c'est le premier élément. On est l'interlocuteur du consommateur pour gérer son approvisionnement. Deuxième élément, on va gérer la facturation et le recouvrement. C'est-à-dire que le fournisseur va tenir la comptabilité exacte de ce qui a été consommé par le client. Sur quelle période ça a été consommé
et il va valoriser ça au prix du contrat. En gros, on reçoit des millions de données en continu, des compteurs qu'on traite pour pouvoir facturer le client. Et au passage, on gère aussi le risque d'impayé client. Dernier élément, on gère aussi pour le consommateur tout l'accompagnement et le conseil dans la transition énergétique, avec des mécanismes d'approvisionnement qui permettent au client de bénéficier d'une énergie renouvelable et d'agir sur sa sobriété. Si je reprends mon analogie, on lui propose d'avoir des tomates bio, locales, produites à côté du restaurant. Mais on a aussi l'interface avec l'État, pour lequel on va collecter l'ensemble de la fiscalité liée à l'énergie. On met en œuvre l'ensemble des mécanismes de soutien public et réglementaire, notamment ceux qui ont permis de protéger les consommateurs privés et publics lors de la crise des marchés de l'énergie. Enfin, on a l'interface avec les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, pour lequel on va collecter l'ensemble des tarifs d'acheminement. On assure la responsabilité d'équilibre. En gros, on s'assure que le livreur de tomates, il arrive toujours en continu et qu'il n'y a jamais de problème de livraison. Et s'il y a un problème, c'est bien nous qui sommes en contact directement avec le client. Et enfin, élément très important, on est l'interface avec le marché, ce qu'on appelle l'accès marché. Ça, c'est très important car c'est ce qui permet de gérer l'intermittence de la consommation d'un client ou de sa production et de pouvoir à tout moment ajuster le volume d'énergie qui va être produit ou consommé par les clients. En gros, le nombre de tomates. On s'assure qu'il y ait des tomates en continu. Par exemple, dans le cadre d'un PPA, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va permettre de racheter ou de revendre de l'énergie pour le compte du consommateur ou du producteur et de s'assurer que finalement, le producteur et le consommateur soient dans un système qui est équilibré. C'est ce qu'on appelle l'agrégation. Et d'ailleurs, ce rôle est crucial lorsqu'on parle PPA. Merci beaucoup Antonin, j'aime beaucoup l'analogie de la tomate qui permet d'expliquer de manière hyper claire et concrète, je trouve, le rôle du fournisseur et même d'ailleurs les rôles, j'ai envie de dire. Et maintenant, une seconde question. J'aimerais savoir comment les PPA viennent s'intégrer dans votre profession de fournisseur. Alors là, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup du PPA, mais en fait, le PPA, il est protéiforme. Il y a plusieurs types de PPA, et ça, je pense qu'on va le voir tout au long de cet échange. Déjà, un PPA, c'est basé sur une source d'approvisionnement qui, dans notre cas, sont les ENR, et qui sont par nature intermittentes. Donc, le fournisseur, c'est celui qui va à la fois gérer le PPA en fonction de sa structure d'approvisionnement. Il y a plusieurs structures d'approvisionnement possibles lorsque le PPA est contractualisé, et d'assurer le complément de fourniture, c'est-à-dire garantir que le client est bien couvert pour 100% de sa consommation tout le temps. Pour reprendre notre métaphore des tomates, c'est s'assurer qu'il y a bien le nombre de tomates bio garanties par son PPA, mais aussi les tomates non forcément bio pour faire face au pic d'affluence. Si on rentre un peu dans le détail, j'ai parlé de 3 types et structures d'approvisionnement. Le premier, et qu'on retrouve le plus, c'est le pay as produce. En gros, c'est quoi? Le consommateur reçoit et s'engage à acheter la totalité ou une partie de l'électricité réelle produite par l'actif renouvelable. Dans ce type de contrat, le fournisseur peut être, par exemple, amené à revendre sur le marché, pour le compte de consommateurs, les volumes produits par l'actif et non consommés. Ça, c'est vraiment le modèle qu'on retrouve le plus aujourd'hui en France. Après, il y a deux autres types de structures d'approvisionnement. Pay as nominated. Là, le consommateur reçoit et s'engage à acheter l'électricité de l'actif en fonction des prévisions journalières de production faites par le producteur en J-1. Et le fournisseur, en tant qu'agrégateur, s'assure de racheter ou vendre le delta de la production réelle par rapport à la prévision en J-1. Et enfin, un dernier type qu'on ne retrouve pas beaucoup. Pourquoi? Parce que finalement, il ne permet pas de financer correctement le développement des actifs ENR. C'est le baseload. Le consommateur reçoit et s'engage à acheter un volume fixe défini au pas horaire sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Dans ce cas, les ENR étant intermittentes, le fournisseur, en tant qu'agrégateur, a pour mission de combler avec des rachats sur les marchés les trous de production de l'intermittence. Enfin, le fournisseur, pour moi, il a avant tout un rôle de conseil pour aider le client à optimiser son approvisionnement en fonction de sa stratégie. Dans le cadre d'un PPA, c'est ce qu'on appelle surtout la phase de matching, c'est-à-dire quel pourcentage et quel type d'actifs de production correspond le mieux à ma stratégie. Ma stratégie peut être une stratégie prix, une stratégie de gestion des risques ou une stratégie de décarbonation. Très clair, merci. Alors j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la différence entre Utility PPA, qu'on appelle aussi UPPA, et Corporate PPA, qu'on appelle aussi CPPA. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est un Utility PPA?
Oui, c'est très simple. Un utility PPA, c'est un PPA qui a été conclu entre un producteur et une entreprise qu'on appelle utility. En France, très généralement, c'est un fournisseur d'énergie. Donc en fait, c'est un contrat entre un producteur d'énergie et un fournisseur d'énergie. En gros, si on reprend notre analogie des tomates, dans ce cas-là, c'est nous le restaurateur, c'est nous le cuisinier, on achète des tomates bio pour faire notre propre recette, c'est-à-dire approvisionner nos clients finaux. Maintenant, pouvez-vous nous définir ce qu'est un corporate PPA ou CPPA et nous expliquer ses spécificités par rapport au UPPA? Oui, bien sûr, le corporate PPA, c'est un contrat de gré à gré entre un producteur et un consommateur final d'énergie. Cette fois, ce n'est pas un fournisseur, c'est une entreprise privée ou une collectivité locale qui va consommer l'énergie produite. Dans le cas d'un utility PPA, la différence majeure, c'est que les électrons ne servent pas directement à la consommation du fournisseur. Dans le cas d'un corporate PPA, ça va venir directement servir la consommation du client final. Mais cette fois, le utility, le fournisseur d'énergie, va se servir de cette énergie produite pour approvisionner son portefeuille client. Merci. Et du coup, chez Alterna, est-ce que vous avez signé justement des UPPA et si oui, quel est l'intérêt pour vous d'en contractualiser? Oui, on en a signé des centaines et on continue d'ailleurs d'en signer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est convaincu chez Alterna qu'on peut développer les énergies renouvelables sans forcément faire appel à des mécanismes de soutien public. Et réaliser finalement un PPA, ce qu'on appelle un PPA Greenfield, c'est-à-dire qu'on développe un nouvel actif, c'est ça. C'est développer un actif ENR sans aller chercher un tarif garanti par l'État et donc subventionné, mais bien aller chercher un tarif dans l'économie réelle auprès d'un acteur économique, qui soit dans ce cas fournisseur utility PPA ou consommateur final corporate PPA, et qui est prêt à payer ce prix-là pour cette durée-là pour bénéficier de la production du parc en question. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on souhaite faire bénéficier nos clients directement d'un approvisionnement ENR avec une vraie traçabilité de l'énergie, ce que ne permet pas aujourd'hui le mécanisme des garanties d'origine. C'est parce qu'on a contractualisé de nombreux PPA que nous pouvons proposer aux entreprises à la fois des PPA à court terme, c'est-à-dire un approvisionnement sur une durée de 2 à 4 ans d'une électricité tracée provenant d'un actif identifié pour le client, ou encore de proposer des offres vertes locales pour les particuliers, certifiées par l'ADEME avec le plus haut niveau de labellisation en faveur de la transition énergétique. Et troisième raison pour laquelle on continue de signer des utility PPA chez Alterna, c'est un sujet de bilan carbone. Aujourd'hui, ça nous permet de réduire drastiquement notre bilan carbone. En effet, en comptabilité carbone, lorsque nous réalisons notre bilan carbone, les approvisionnements en PPA versus les approvisionnements marché permettent de réduire considérablement notre empreinte. Super, on a bien compris l'utilité des UPPA pour les fournisseurs et pour Alterna. Maintenant, si on s'intéresse plus largement au marché, à date, qu'est-ce que ça représente les UPPA en France? Est-ce que c'est un marché qui a vocation à s'agrandir selon vous? Très sincèrement, j'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'il y ait des données publiques qui référencent les signatures de utility PPA. Mais par contre, je l'appelle de mes voeux. Je pense que les objectifs de développement ENR sont ambitieux en France et en Europe. Notamment sur le PV, sur l'éolien, onshore et offshore. Et que si on veut qu'une partie... les PPA permettent vraiment qu'une partie de ce développement peut se faire sans mécanisme de subvention publique, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Je pense que c'est pas mal pour le budget de l'État, surtout en ce moment. Et en plus, finalement, c'est un deuxième vrai avantage, c'est que ça permet de faire beaucoup plus de sens dans le développement des ENR. Surtout quand... Comme nous, on essaie de les faire à l'échelle d'un territoire. Ça amène plus de sens pour le client final quand les actifs sont développés sur un territoire pour servir ses consommateurs du même territoire, l'énergie produite, et alors finalement une solution de souveraineté énergétique pour le territoire en question. Et classiquement, quand on pense au CPPA, on imagine que dans la contractualisation, il n'y a que le producteur et le consommateur qui sont concernés, mais en réalité, il est possible que le fournisseur soit également présent au contrat. Est-ce que vous vendez vous-même de l'électricité via des PPA et dans quel cadre? Alors, la réponse est oui, et c'est ce qu'on appelle un sleeve PPA. Je ne vais pas rentrer dans le jargon inutile, mais finalement, le frein majeur pour moi, au développement des corporate PPA, c'est la complexité. En tant que consommateur, très clairement, lorsque vous faites un PPA aujourd'hui, il faut d'abord convaincre vos dirigeants de s'engager sur une période de long terme, c'est-à-dire 10 à 20 ans.
Il faut trouver un actif ENR auprès d'un producteur, auprès d'un développeur ou auprès d'un fournisseur avec lequel il faut contractualiser. Ensuite, il faut trouver un agrégateur qui va faire en effet l'ensemble des ajustements marché en temps réel du PPA en question. Puis il faut contractualiser avec son fournisseur, si ce n'est pas déjà l'agrégateur du PPA, pour qu'il intègre le PPA à son périmètre et vous fournisse le delta de consommation. En gros, vous avez 3, 4 interlocuteurs et le plus souvent, c'est un micmac pas possible pour réconcilier les données de consommation et les prix. Donc en effet, moi je pense que le rôle du fournisseur, c'est vraiment de transcender ces éléments-là pour proposer des solutions intégrées et des expériences clients optimales, depuis la simplification des contrats jusqu'au suivi post-signature. Pour moi, ça souligne vraiment la nécessité que les acteurs de la chaîne, dont le fournisseur, s'adaptent aux besoins des consommateurs et non l'inverse. Je pense que c'est notre rôle que le consommateur ne devienne pas un trader d'énergie à la place de l'agrégateur ou du fournisseur dans un marché du PPA qui a tendance de toute manière à déporter le risque sur lui. Et pour moi, c'est là qu'on en revient au rôle de fournisseur d'énergie. C'est notre rôle de rendre cela simple pour le consommateur, je dirais presque aussi simple que finalement ces contrats classiques d'approvisionnement en énergie. Et pour répondre très directement à votre question, oui, Alterna est en capacité de proposer à la fois des actifs ENR en CPPA, de réaliser et d'optimiser les opérations d'agrégation associées, de fournir le complément de fourniture associé et de mettre à disposition une plateforme pour suivre, simuler et gérer l'ensemble des approvisionnements des clients. Alors, vous avez déjà donné des premiers éléments de réponse, mais j'aimerais creuser un petit peu plus loin cette question. C'est un point important. Est-ce que le consommateur, pour lui, il y a des différences entre signer avec un producteur ou un fournisseur ? Je pense qu'il y a des différences. Après, c'est au consommateur de le confirmer. Mais aujourd'hui, le rôle d'un fournisseur, c'est aussi de l'aider à mieux gérer ses données de consommation, ses données contractuelles. Et je pense que vraiment la simplicité de gestion et la capacité à disposer finalement à la fin d'un prix en euros du mégawattheure pour l'ensemble de mes approvisionnements et l'ensemble de mes PDL, c'est une vraie nécessité et un vrai besoin des clients. Demander à un consommateur aujourd'hui qui a plusieurs contrats PPA, plusieurs contrats de fourniture, plusieurs centaines de sites à générer finalement, comment il fait pour qu'à la fin de chaque mois, il soit bien capable de connaître le coût réel de son approvisionnement et ce à la maille d'un PDL, je ne suis pas sûr qu'il sache aujourd'hui vous répondre et il sache faire correctement. Au mieux, il a investi des milliers d'euros dans une solution qui intègre l'ensemble des données. Au pire, il gère ses contrats à vue. Mais concrètement, j'aimerais bien comprendre ce que peut proposer un fournisseur pour intégrer les PPA dans l'approvisionnement du client. Quels sont les types d'offres, de fourniture, de compléments possibles pour intégrer un PPA ? Par exemple, est-ce que le consommateur il va avoir un prix unique de fourniture qui couvre toute sa consommation, qui tient compte du PPA, ou bien il va avoir deux prix, un prix pour le PPA consommé, un pour la fourniture du complément, voire même 3 si on ajoute l'exposition au spot ? Tous les cas que tu cites, je crois, sont possibles. Dans le cas le plus simple, c'est-à-dire un PPA brownfield, plutôt du coup un PPA à court terme, c'est-à-dire du coup un engagement du producteur et du consommateur sur 2 à 4 ans. La plupart du temps, ce type de PPA, en tout cas chez Alterna, on le propose en bundle avec la fourniture d'énergie, ce qui simplifie largement les choses pour le client final, puisque du coup il a un seul prix, un prix unique de fourniture en euros du mégawattheure. Dans le cas d'un PPA greenfield, qui est finalement souvent l'exemple qui est pris en exergue quand on parle des PPA, le client il aura un minimum 2 prix. Un qui est associé au contrat du PPA en euros du mégawattheure, conclu sur la durée du CPPA à long terme, c'est-à-dire 10 à 20 ans. A noter d'ailleurs que ce prix peut être fixe, indexé ou flottant. Alors fixe, le prix finalement et la manière dont il évoluera sont prédéterminés avec exactitude au début du contrat. Cela apporte pour le producteur et le consommateur une parfaite visibilité sur le prix. Le prix peut être en effet indexé, c'est-à-dire que le prix initial est fixé puis indexé sur un indice déterminé lors de la contractualisation. Cet indice, ça peut être l'inflation, ça peut être le prix de l'énergie, ça peut être tout autre type d'indice sur lequel le producteur et le consommateur vont se mettre d'accord. Là aussi, dans cet exemple-là, il y a une relative bonne visibilité pour l'ensemble des parties, mais forcément un risque subsiste compte tenu de l'indexation sur l'index et son évolution. Le prix peut être flottant, c'est-à-dire que là, le prix est déterminé par les conditions de marché spot auxquelles est assujetti le plus souvent une décote.
Celui-là, on le retrouve moins souvent, car dans ce cas, le producteur, il a plutôt intérêt à valoriser son énergie sur les marchés. Ça lui permet d'économiser la décote. Et du coup, il a un premier prix, qui est le prix de son PPA, en effet, qui peut être indexé, flottant ou fixe. Et puis l'autre prix, c'est le prix qui est associé à son complément de fourniture. Et là, son complément de fourniture, en fonction, encore une fois, de la typologie de son PPA, de ce qu'est en capacité aussi de proposer son fournisseur, ça peut être un prix fixe, ça peut être un prix à formule, donc un prix à clic, ou un prix bloc plus spot. À noter, comme tu l'as dit, un troisième prix peut apparaître, qui lui est variable, puisqu'il est dépendant du spot. Ce prix-là, il consiste par exemple, en tout cas ce prix, il matérialise par exemple le fait de revendre les volumes surproduits et non consommés par le client final, ou à racheter les volumes manquants qui n'auraient pas été produits par le producteur. Aujourd'hui, du coup, un consommateur, lorsqu'il est convaincu de l'intérêt de contractualiser un PPA et qu'il lance un appel d'offres, est-ce qu'il doit s'attendre à recevoir des propositions de fournisseurs ? Et en France, est-ce que les fournisseurs sont globalement proactifs dans la vente de PPA ? Globalement, aujourd'hui, le marché il est plutôt orienté vers les producteurs parce que ce sont eux qui ont besoin de faire financer leurs actifs pour les développer. En effet, quand un producteur d'énergie souhaite développer un actif ENR, il pèse finalement l'option pour un projet Greenfield, encore une fois, c'est-à-dire un projet qui va être en construction, de le faire soit via un PPA, soit via un appel d'offres d'État, soit avec une valorisation au marché. On peut déjà écarter la valorisation au marché car les banques ne vont pas suivre, ça ne garantit pas finalement un prix dans la durée. Donc finalement, la complexité, elle réside pas tant dans le fait de trouver le producteur et de contractualiser, pour moi. Je pense que ça, aujourd'hui, il y a des producteurs disponibles pour qu'ils valorisent leur énergie, non pas avec un appel d'offres d'État, mais via un PPA directement auprès d'un client final, mais plutôt dans la gestion du PPA pendant 20 ans. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop... On le minore trop, on le minimise trop dans la réflexion. Finalement, quand on s'engage dans un contrat PPA pendant 20 ans, c'est toujours intéressant de s'intéresser à qui on s'engage. À la fois côté producteur, celui qui vend, et à la fois celui qui achète, le consommateur. Il faut s'assurer que l'un et l'autre, ils sont toujours là dans 20 ans. C'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Et donc pour moi, ces réflexions-là, elles viennent à amener que le rôle du fournisseur, c'est un maillon indispensable, à la fois pour le producteur, à la fois pour le consommateur, pour garantir tout ça. Après, il y a un certain nombre de fournisseurs comme Alterna Énergie qui sont également producteurs ou qui sont en capacité de fédérer un certain nombre de producteurs. Je veux dire, là, c'est bingo finalement pour le consommateur puisqu'il va avoir un seul interlocuteur pour contractualiser son PPA et contractualiser son contrat de complément de fourniture. Je pense aussi qu'il faut avoir dans la réflexion des consommateurs qu'on parle beaucoup CPPA à long terme, c'est-à-dire avec un engagement de long terme de 10 à 20 ans. Il faut aussi qu'on pense PPA plus court terme, les PPA brownfield, c'est-à-dire les actifs qui sortent d'obligations d'achat, qui sortent de subventions publiques, sur lesquels on peut faire des contrats PPA sur des courtes durées, 2 à 4 ans, et ainsi bénéficier de la production de cet actif sur la durée du contrat et l'engagement temporel. J'aimerais maintenant revenir sur la question des services. Vous nous avez parlé de certains services proposés aujourd'hui par Alterna. Est-ce que tous les fournisseurs sont aujourd'hui en mesure de proposer ces services ? Alors, pour moi, ces services, ces expertises, c'est central pour l'activité d'un fournisseur. Par contre, je ne peux pas garantir que tous les fournisseurs aujourd'hui de la place sont en capacité de gérer l'ensemble de ces éléments-là. En tout cas, c'est intéressant de s'intéresser à cette question. En tout cas, en tant que consommateur, je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est lorsqu'un projet PPA commence à germer, il y a tout intérêt à échanger avec son fournisseur le plus tôt possible. Dans le meilleur des cas, il pourra vous proposer directement un actif et un contrat CPPA, basé sur finalement ses partenaires producteurs ou ses actifs développés en propre. Au pire, dans tous les cas, c'est celui qui devra être informé le plus tôt possible pour intégrer au mieux, finalement, la production de votre CPPA dans
la consommation finale. Et maintenant, si on s'intéresse à un sujet qui intéresse tous les consommateurs, et c'est bien normal, au sujet des prix, on a vécu ces derniers mois une crise des marchés avec des prix qui ont atteint des niveaux assez stratosphériques. Actuellement, on est dans une période où les prix de marché sont plus compétitifs que les prix observés sur les PPA. Qu'observez-vous actuellement? Est-ce qu'on assiste à un repli du marché des PPA? Qu'on soit très clair, aujourd'hui on a des prix à terme qui sont beaucoup plus compétitifs que le prix auquel les PPA se signent actuellement. On a des prix à terme qui oscillent autour de 65 € du mégawattheure. Or, les prix PPA sont souvent supérieurs. On a été les premiers d'ailleurs à publier publiquement un baromètre des prix pour essayer de guider les consommateurs dans leur PPA. Quand on regarde ce baromètre de prix qu'on a fait en fonction des technologies ENR, on voit que le photovoltaïque ressort à environ 75 € du mégawattheure, l'éolien à 90 € du mégawattheure, l'hydroélectricité à 95 € du mégawattheure et la biomasse un peu plus de 100 € du mégawattheure. Donc intuitivement, on peut se dire que les PPA, dans cette situation-là, sont pas un produit très compétitif. Moi, je pense le contraire. Je pense que si on souhaite contractualiser un PPA à long terme, il faut sortir d'une logique de marché et entrer dans une dynamique industrielle de long terme. En gros, développer un actif ENR, c'est développer un actif et l'amortir sur 10, 15, 20 ans. On est dans une logique industrielle et non pas une logique de marché. Le CPPA, c'est un outil de diversification de ses approvisionnements en énergie. C'est le fameux on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je ne reste pas pour 100% de mon approvisionnement exposé au marché. Et c'est un instrument de couverture de son prix à long terme. Si vous comparez sans cesse le prix de marché spot ou le prix de marché à terme avec le prix d'un CPPA, peut-être que ce produit du coup n'est pas fait pour vous. En plus, il ne faut pas oublier que le PPA, c'est un formidable outil de décarbonation. Moi, j'y crois énormément, qui nécessite en plus aucun investissement. C'est-à-dire que vous décarbonez, mais vous avez sans investir. Donc l'enjeu, c'est pour une entreprise de trouver le bon équilibre entre ces enjeux de décarbonation, la maîtrise de ces risques et la performance financière de ses approvisionnements en énergie. Merci beaucoup Antonin. Pour finir, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Quel serait le conseil que vous porteriez auprès d'un consommateur qui souhaite se lancer sur un PPA? Question pas facile parce qu'il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner. Si j'en retiens un, c'est vraiment d'en faire un projet d'entreprise. Le PPA, c'est pas le contrat classique. Ça doit être vu comme un moyen de satisfaire les objectifs stratégiques de l'entreprise, que cela soit dans sa dimension RSE, dans sa gestion des risques ou dans la maîtrise des coûts. Ça nécessite forcément d'impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de la direction générale à la direction financière, en passant par le juridique ou par ses équipes RSE. Si j'ai le droit à un deuxième conseil, ne négligez pas le suivi post-contractualisation. C'est un long chemin pour arriver à la contractualisation, mais c'est aussi un long chemin pour pouvoir suivre et administrer son BPA pendant une vingtaine d'années. Donc posez-vous réellement la question de comment serais-je en capacité de suivre et de piloter l'ensemble de mes contrats d'approvisionnement, mes contrats PPA, mes contrats de complément de fourniture dans le temps. Merci beaucoup Antonin. Merci Selma.